justice du Burkina tranche en faveur des réquisitionnés Issa Kalengani, Rasmané, Zinaba et Bassirou Badjo. Le tribunal administratif a ordonné le 6 décembre la suspension des réquisitions et au commandement des opérations du Théâtre national de mettre fin au déploiement de ces acteurs. On analyse cette décision de justice sur ce plateau avec nos invités. À ma droite, je vous présente Tierno Lido. Il est journaliste à Pulsar FM, l'un des aînés de la profession, plus de 2 décennies dans l'exercice du journalisme au Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. On dit également bonsoir à votre voisin Juvenal Sommet, journaliste relationniste, directeur de ILC, Initiative africaine pour le livre et la culture, une plateforme multimédia d'information, d'analyse et de débat. Il a aussi à son actif plus de 2 décennies dans l'exercice du journalisme au Burkina. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Vanessa. On dit également bonsoir à Roland Ki, journaliste aussi dans la profession depuis environ une décennie. Il s'est également essayé à la communication institutionnelle. Bonsoir Roland. Bonsoir Vanessa. Alors, merci à nos invités qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation. Le premier débat concerne la décision de justice qui a été rendue le 6 décembre. Les réquisitionnés qui ont eu gain de cause par le tribunal administratif. La parole, elle vous est donnée, Lido Tierno. Votre appréciation du verdict rendu? Oui, avant de parler du verdict, peut-être il faut parler de la forme. C'est vrai que nous sommes en transition, mais nous avons une constitution qui a été rétablie et dans laquelle effectivement tout le monde sait que le rôle d'une constitution c'est organiser les pouvoirs, organiser la séparation des pouvoirs et garantir les libertés des citoyens en quelque sorte. Donc aujourd'hui, si un citoyen se sent peut-être lésé par une décision, il fait recours à la justice. Et d'ailleurs c'est ce que nous on a souhaité et on demande effectivement que tous les problèmes qu'il y a se règlent en justice. Voilà, parce que si on met des institutions en place, peut-être c'est pour respecter ces institutions. Alors donc ceux qui ont été réquisitionnés sont allés en justice. La justice a rendu un verdict, sûrement en tenant compte de ce que les textes disent. Maintenant, c'est vrai que le processus n'est pas fini. Je pense qu'il y a une possibilité de faire appel. Tout à fait. Je ne sais pas si l'appel a été fait ou pas. Bon, alors, donc, à ce stade, on peut d'abord, en nous focalisant uniquement sur la forme, effectivement, dire qu'il y a une démarche qui a été suivie dans un pays comme le nôtre où une constitution existe qui garantit les droits des citoyens. Donc, suivre cette démarche, c'est quelque chose de tout à fait positif. Maintenant, le verdict a été rendu par le juge qui, effectivement, s'est appuyé sur quelque chose pour rendre un verdict. Et comme on le dit, c'est vrai qu'on dit qu'on ne commande pas les décisions de justice, mais on se dit que si le juge a rendu, effectivement, cette décision de justice, ceux qui sont allés vers lui, on lui a apporté peut-être des arguments et il a tenu compte des textes. Donc, on ne peut que apprécier. Oui. On peut dire que le droit a été dit, Juvenal Sommet, dans cette affaire. Merci Vanessa. J'ai 3 niveaux d'appréciation. D'abord, la décision elle-même. Par principe, je n'aime pas commenter des décisions de justice. D'abord. Ceci étant dit, par rapport à cette décision, qu'est-ce qu'on peut, on peut déduire? D'abord, je me réjouis que toutes les parties aient accepté, évidemment, d'avoir recours à la justice, évidemment, pour trancher ce différend. C'est une bonne chose, évidemment. De par le fait que la justice a une place importante, évidemment, dans notre système de gouvernance. Et c'est toujours bien que les citoyens puissent, évidemment, avoir ce réflexe, évidemment, de saisir la justice. Et c'est aussi bien que, du côté, évidemment, des autorités, on ait accepté, évidemment, de se plier aussi, évidemment, à la décision de la justice. Maintenant, moi, je pense que par rapport à ce qui a été dit, il ne faut voir ni vainqueur ni vaincu dans cette affaire. Je pense que c'est le droit qui doit triompher en toutes choses et qui aujourd'hui doit être au-dessus, évidemment, des individualités ou évidemment de ce qu'on peut penser. Donc, pour moi,
Il faut continuer aujourd'hui à renforcer notre système de gouvernance. Il faut continuer à faire confiance évidemment à la justice évidemment, pour qu'elle joue évidemment pleinement son rôle dans notre société. Parce que, comme le disait un éminent homme de droit, maître Dupond-Moretti, je cite, ce n'est pas le droit qui fait la société, c'est la société qui fait le droit. Voilà. Et donc, évidemment, si les citoyens sont enclins, évidemment, à donner à la justice, évidemment, toute la latitude de s'exercer de façon pleine et entière, c'est toute la société, évidemment, en retour qui gagne. Donc, je pense que c'est une bonne approche. Il faut continuer dans ce sens et je pense que tout le monde y gagnera. Alors, du côté de Rolanqui, est-ce que ce feuilleton judiciaire est à son épilogue ou on en est encore loin du moment où il y a des recours qui sont potentiellement possibles d'être déposés? Justement, si on voit effectivement, il y a un constat qui a été fait par rapport à la décision qui a été donnée. C'est un référé. Donc, les juges ont donné les décisions par rapport donc à une requête introduite donc par des avocats des citoyens burkinabés. C'est une chose qui est salutaire parce que justement, comme l'ont dit les uns et les autres, la justice est là pour justement trancher des situations où il y a souvent des tiraillements. Et je crois que le droit, on peut le dire, hein, entre autres que le droit a été dit, justement, et une décision pareille est revêtue donc de l'autorité de la chose jugée. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a une possibilité qui s'offre effectivement à la partie de l'État de toujours interjeter appel par rapport à cette décision. Mais toujours est-il que, comme l'ont dit les uns et les autres, l'essentiel c'est dans l'esprit de se comprendre. Et ce n'est pas de garder une situation donc de guéguerre. Comme on le dit, il y a la lettre de la situation qui est là. Le droit, c'est la lettre. Et l'esprit, ici, aujourd'hui, c'est que les Burkinabés ont besoin de parler le même langage, effectivement, pour affronter les défis qui s'offrent à eux. Et c'est à ce niveau, justement, qu'il faut saluer ce qui est déjà fait. Et parce que ça dénote, j'allais dire, de l'ancrage donc de la justice au Burkina, qui est aussi un des piliers donc, de la culture démocratique. Cette décision qui a été donnée, donc il faut travailler donc, dans le sens à ce que nous puissions trouver un consensus, toujours dans cette dynamique de l'expression donc, du droit, pour qu'on puisse continuer la lancée nationale ensemble. Alors, le débat qui se pose en attendant de savoir s'il y a eu recours ou pas, c'est l'application de cette décision de justice dans ce contexte qui est le nôtre. Lorsqu'on se rappelle que le 7 novembre 2023, le tribunal administratif avait ordonné la libération de l'homme d'affaires Anselme Kambou par l'ANR. Jusque-là, rien. Maintenant, concernant ce dossier, est-ce que la décision sera appliquée? C'est également la question qui reste en suspens. C'est des questions de justice. Comme on le dit, les questions de justice, on n'en discute pas. Généralement, c'est les commentaires en réalité sur des questions de justice. Je crois que ça peut souvent aussi passer à côté. Mais toujours est-il qu'il faut se tenir, en tout cas, aux décisions de justice. Voilà, il n'y a pas de situation, j'allais dire, différente. S'il y a une décision qui a été rendue par la justice, je crois que naturellement, il est toujours bien d'aller donc dans le sens de cette décision de justice, parce que la justice, c'est aussi le fait, c'est le ciment social, c'est le fait d'accepter, vivre ensemble et se dire que voilà, nous avons une justice, voilà, et s'il y a une situation, on se réfère à cette justice, c'est cette justice-là qui doit trancher telle ou telle situation. Donc s'il y a une décision qui a été donnée par la justice, il est clair que, comme on le dit, une décision rendue par la justice bénéficie de l'autorité de la chose jugée, ça doit être exécuté. Maintenant, les recours juridiques en la matière pour l'exécution, ça aussi, les dispositions juridiques sont, j'allais dire, prévues dans ce sens aussi. Pour ce qui concerne. Plus d'un mois, l'affaire Anselme Kambou. La décision a été rendue en faveur de la famille Kambou. Oui. Mais jusque-là, on n'a pas de nouvelles de l'homme d'affaires. Vous savez que j'avais reçu une fois un magistrat et qui me disait, ça c'était sous le pouvoir, je pense, de Blaise Compaoré, il me disait que les difficultés qu'eux, ils rencontrent, par exemple, c'est vrai, ils rendent des décisions de justice. Et quand ça concerne, par exemple, l'État, l'application souvent devient un autre problème. Et justement, quand on va justement au niveau du tribunal administratif, il y a de ces cas, des décisions ont été rendues, mais peut-être l'État
qui doit peut-être appliquer la décision ne le fait pas. Alors peut-être que ça c'est un problème de fond de notre justice, bon, de la justice, parce que c'est vrai que les Burkinabés sont battus pour l'indépendance de la justice. Alors l'indépendance de la justice, il faut l'avoir à plusieurs niveaux. D'abord, face à l'exécutif, face à l'opinion, et puis peut-être même face aux juges eux-mêmes. Parce que l'indépendance, on vous la donne, si vous ne la prenez pas, vous ne faites pas ce que vous devez faire, c'est que vous-même vous avez décidé de ne pas être indépendant. Alors donc là c'est une question de fond peut-être qui se pose, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les décisions de justice qui engagent peut-être l'État ne sont pas respectées? Ça c'est une question peut-être qu'il faudra se poser et savoir les raisons pour lesquelles. Alors si on arrive à avoir les raisons, on arrive donc à comprendre pourquoi souvent quand des décisions de justice sont rendues à l'encontre de l'État, la décision est difficilement applicable. Peut-être là, c'est pour ça que j'ai dit c'est un problème de fond qu'il faut peut-être chercher à régler. Moi, je me suis toujours posé cette question. Quand j'étais le magistrat, quand j'ai échangé avec le magistrat, je me suis posé la question. J'ai dit, mais en quelque sorte, l'État qui est le garant de tout, il doit montrer, c'est comme si un individu, par exemple, refuse de respecter une décision de justice. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que l'État doit montrer l'exemple. C'est vrai, de voir un individu rester en justice, peut-être, si je peux le dire, l'État, c'est déjà une bonne démarche parce qu'on sait que l'État, c'est une machine qui écrase tout. On ne peut pas faire face à un État. Quand un État décide de quelque chose, il décide, s'il a envie de vous écraser, il vous écrase. Maintenant, il n'y a que la justice qui peut peut-être vous sauver et l'institution de justice qui peut vous sauver si même vos intérêts sont lésés face à l'État et trouver une solution. Bon, maintenant, si une décision est prise et l'État n'applique pas la décision, bon, ça aussi c'est une autre question qu'il faudra se poser. Une autre paire de manches. Oui, il faudra se poser. Juvénal Somé, vous avez réponse aux questions? Je pense que Roland l'a bien dit. Il appartient évidemment aux proches évidemment de M. Kambou, évidemment, d'aller évidemment vers la justice, de retourner vers la justice pour évidemment avoir les éléments de compréhension par rapport évidemment à cette situation. Peut-être que effectivement, comme l'ont dit les uns et les autres, on sait que entre le moment où la décision de justice est prise évidemment et l'acte évidemment de son application, il y a évidemment parfois un certain nombre de contraintes à lever, notamment la rédaction de l'acte de justice, jusqu'à évidemment à ce qu'on ait gain de cause. Donc je pense que mieux, au lieu de rester dans dans le doute, ce serait bien qu'il complète la démarche pour essayer évidemment d'être rassuré ou de comprendre évidemment pourquoi est-ce que jusque-là cette décision finalement n'est pas mise en application. Du côté évidemment de la partie les réquisitionnés. Évidemment, il faudrait aussi qu'il y ait aussi ce retour de bons procédés. Parce que la justice ne peut fonctionner que à partir du moment où chaque entité accepte évidemment de jouer évidemment sa partition. Parce que si à un moment donné les décisions de justice finalement ne trouvent pas matière évidemment à être exécutées, ça forcément ça affaiblit l'autorité de la justice elle-même. Et évidemment en retour, plus que la justice elle-même, c'est la société elle-même qui se retrouve finalement en train de se poser des questions quand on sait, comme je l'ai expliqué, que la justice est évidemment le pilier évidemment de l'état de droit. La justice évidemment a un rôle important à jouer dans la régulation des rapports sociaux. Donc il est important que chacun évidemment travaille à renforcer évidemment cette justice et en même temps aussi à faire confiance à cette justice à chaque étape évidemment pour qu'on en arrive, je pense, à ce niveau de renforcement de notre gouvernance. Alors on va revenir sur le point de l'indépendance de la justice au cours de ce débat, mais dans une autre dynamique. On poursuit ces échanges en parlant des décisions prises en Conseil de ministres le 6 décembre. Le gouvernement qui a donné un avis favorable à l'adoption d'un projet de loi portant révision de la Constitution. De grandes réformes contenues dans ce projet de texte ont été rendues publiques à l'issue de cette rencontre. On écoute à ce propos le ministre chargé de la Justice.
pour le compte de la présidence du Faso, il a été adopté un projet de loi portant révision de la Constitution. Comme vous le savez, au terme de la charte de la transition a pour mission d'opérer des réformes institutionnelles et administratives en vue de renforcer l'ancrage démocratique et faire participer plus le peuple à la vie de la nation. Sur les réformes que comporte ce projet de loi, il faut noter d'abord l'institution des langues nationales comme langue officielle, le français qui demeure une langue de travail. Au niveau des institutions, il y a comme innovation la suppression d'un certain nombre d'institutions telles que le médiateur du Faso, le Conseil économique et social, dont les attributions et les missions vont se retrouver être confiées à une nouvelle institution dénommée Conseil national des communautés, qui va regrouper au-delà des leaders religieux et coutumiers, les communautés à la base qui pourraient donner leur avis sur les grandes décisions sur la vie de la nation. Il y a également la création et l'institution de l'AINER qui deviendra le Conseil national de sécurité qui sera maintenant constitutionnalisé. Et vous avez également le réaménagement du régime de responsabilité pénale des dirigeants politiques qui entraîne nécessairement la suppression de la haute cour de justice, comme vous le savez, depuis sa création, n'a jamais fonctionné. Et compétence serait donnée à la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou, assistée par des jurés parlementaires, pour effectivement examiner les dossiers des dirigeants politiques. Il y a également l'élargissement des pouvoirs du Conseil constitutionnel qui, heureusement, va se voir attribuer la mission, en plus de ses missions classiques, de régulation des pouvoirs publics et du contrôle et de la procédure de révision de la Constitution. Au niveau également du secteur de la justice, il y a des réformes qui sont contenues dans ce projet de loi qui va être incessamment transmis à l'Assemblée législative de transition. Il y a l'arrivée de nouvelles personnes non magistrates au niveau de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il y a également le fait que dans le cadre de la vision du chef de l'État et de la mise en place de sa politique, sa vision de la politique pénale au niveau de notre pays, la connexion qui sera établie entre le parquet et le ministère de la Justice. À l'instant, c'était le ministre de la Justice qui donnait des précisions, des détails sur les réformes qui seront apportées à la Constitution qui sera bientôt soumise à l'ALT. Alors, Juvénal Somé, la décision du Conseil des ministres de supprimer des institutions, notamment la Haute Cour de justice, le Conseil économique et social et le médiateur du Faso. Est-ce que pour vous, ce sont des décisions qui sont optimum, des décisions mûrement réfléchies? Merci. Je ramène vos téléspectateurs et téléspectatrices à une étude qui a été menée par le Centre pour la gouvernance démocratique en 2012, si ma mémoire est bonne, qui traitait justement de cette question de l'administration publique au Burkina Faso et qui décrivait évidemment cette administration comme étant héritée d'un modèle qui, à un moment donné, privilégiait une certaine forme de centralisme, avec évidemment une tendance à, je dirais, renforcer la superstructure de l'État. Aujourd'hui, je pense que nous en sommes à ce stade où on se pose la question finalement de la rationalisation finalement des ressources dont l'État dispose et évidemment la capacité de cet État à répondre rapidement aux exigences, aux besoins évidemment de la population, ou en tout cas faire en sorte que cette administration puisse être, je dirais, compétitive et éviter un certain nombre de doublons qui sont constatés ça et là. Je n'ai pas de raison de penser qu'en prenant cette décision, les autorités aient pesé le pour et le contre et en soient arrivées évidemment à la conclusion qu'il faut à un moment donné, on va dire, essayer de dégraisser un peu, on va dire, le mammouth, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais cela doit aller dans le sens d'un renforcement, évidemment, de la gouvernance administrative, plutôt que de voir
cela comme étant une volonté, je dirais, peut-être de supprimer pour supprimer, qui, selon moi, n'apporterait pas grand-chose, évidemment, au débat. Mais je perçois, évidemment, ces décisions comme étant, probablement, une volonté, comme j'ai dit, de resserrer, de recentrer, évidemment, les besoins, les ressources, et de les mettre en adéquation, évidemment, avec les besoins du moment. Du reste, je pense que il y a quelques années, il y avait un certain nombre de constatations qui avaient été menées et où il était revenu que les populations demandaient évidemment à ce que les institutions soient plus revues, recadrées, recentrées pour éviter, comme j'ai dit, une dispersion des moyens et des ressources. Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait que nous allions vers, je dirais, quelque chose qui soit plus profitable à notre pays. Aujourd'hui, quand vous voyez, je prends par exemple le gouvernement, on n'a pas un format aujourd'hui arrêté pour le gouvernement. 30 ministres aujourd'hui, 33 ministres demain, 31 ministres. Quand, évidemment, il y a, par exemple, un changement de dénomination dans un ministère, il faut tout changer, jusqu'au papier en tête, il faut tout. C'est un éternel recommencement. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons gagner du temps et inscrire évidemment dans la Constitution, par exemple, le nombre, par exemple, de ministères, ou par exemple, le nombre d'institutions, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons gagner du temps. Mais regardez le temps que nous avons mis. Regardez finalement tout ce qui a été engagé comme réforme, comme ressources, comme travail. Donc, il va falloir encore redéployer ce personnel, même si évidemment on a senti dans la décision que c'est déjà c'est prévu, mais tout ça, ça va encore nécessiter un recommencement qui, je dirais, est peut-être nécessaire, mais encore une fois, c'est du temps perdu qu'on aurait pu évidemment utiliser à bon escient si on avait tenu compte de ça à un certain moment. Alors, dégraisser l'État, recentrer les ministères et revoir la question de l'optimisation des ressources, c'est bien vrai. Mais la question qui se pose est-ce que ces institutions ont réellement apporté au Burkina Faso? Parce que le débat sur la suppression du CES, le médiateur du Faso, ce sont des débats qui ont été menés depuis plusieurs années. Et il faut rappeler que ce sont des institutions qui ont été créées également depuis plusieurs décennies. Le médiateur du Faso qui existe depuis 1994. Est-ce qu'on a réellement mûri la réflexion? Allez-y. Oui, dire que est-ce qu'on a mûri la réflexion, je crois que c'est tout un gouvernement quand même qui a tablé sur une question. À ce niveau-là, je ne peux pas dire tout de suite que voilà, la décision a été mûrie ou pas, mais toujours est-il qu'il y a des raisons à chaque situation. Comme vous l'avez si bien dit, il y avait des voix effectivement qui se donnaient déjà de par le passé précédemment par rapport donc à certaines institutions, et ces institutions citées justement avaient été citées à l'époque effectivement, mais vu justement le contexte, oui, bon. En réalité quand on dit que ces institutions n'apportent rien, on peut peut-être se dire que c'est pas forcément juste, voilà, parce que ce sont les institutions qui ont apporté leurs contributions à la pacification donc de la vie nationale à un moment donné, mais on est d'accord que nous sommes dans une autre étape, où justement, comme l'a dit Juvenal Sommet, la question de la rationalisation donc des moyens et de la diminution du train de vie se posant, si cette décision a été prise justement au regard donc des rapports remis, ou du moins au regard donc de la plus-value qu'apportent donc ces institutions, je crois que c'est en cela qu'on peut mieux apprécier la décision. Justement, quand on regarde, il y a plusieurs institutions de par le passé effectivement qui avaient beaucoup de missions un peu réciproques, des missions un peu qui se chevauchaient en fait. Voilà, des missions qui se chevauchaient de telle sorte qu'on a l'impression que les mêmes institutions avaient les mêmes rôles qu'ils jouaient. Voilà, en même temps, alors que chaque institution, pour fonctionner, il faut justement des moyens adéquats, conséquents, donc pour pouvoir atteindre les résultats probants donc, et les missions qui sont assignées à ces institutions-là. Il faut dire que ces institutions ont joué un rôle dans le landerneau institutionnel burkinabé. Ça, au moins, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier.
Et justement, mais on est à une autre étape où on se pose des questions. Si les gouvernants ont pris une décision, c'est à voir. Et maintenant, surtout que cette décision-là a été prise dans le sens de supplier par un autre conseil national, donc des communautés. Je me dis que justement, il faut peut-être attendre de voir le contenu qui sera donné donc à ce conseil national des communautés, qui va avoir donc beaucoup nos coutumiers et les religieux donc à l'action. Les coutumiers et les religieux ont toujours été justement des piliers de la cohésion sociale. Ils ont toujours joué un rôle. Et justement, si une autre institution est donc dédiée de façon institutionnelle donc à cette couche sociale, on se demande quel sera le contenu qui sera donné donc à cette institution. Il faut attendre peut-être de voir presque tous ces aspects-là pour apprécier. Sinon, pour répondre à votre question justement, on ne peut pas balayer du revers de la main les acquis qui ont été engrangés par ces institutions-là, qui ont certainement joué un rôle important dans la pacification donc, des rapports. Pour le cas donc, du médiateur du Faso. Est-ce que ces institutions ne paient pas justement le prix fort de leur manque de visibilité entre griffes? Parce que beaucoup de citoyens lambda ignoraient ce qu'ils faisaient réellement comme activité. Justement, justement, le problème de la communication, de la visibilité de certaines institutions, donc peut-être se posait. Voilà. Et peut-être tout ceci est lié justement à des questions de budget. Quand on sait que la communication aussi a un coût, il faut justement disposer de moyens conséquents pour pouvoir communiquer au maximum. Mais depuis un certain temps, certaines institutions ayant pris conscience donc de la situation, essayaient donc de remonter la pente, mais la situation nationale donc, est venue donc, à un moment donné où on parle de rationalisation donc, du budget, justement parce que les nouveaux défis donc, s'imposent à nous. Justement, je crois que peut-être que ça peut être une raison. Sinon, comme vous l'avez si bien dit, s'il y avait assez de communication autour donc, du rôle que jouaient ces institutions, elles ont quand même joué un rôle important dans le landerneau institutionnel burkinabé. Elles ont travaillé donc à pacifier les rapports. Pour le cas par exemple du médiateur du Faso, on sait que l'administration étant une machine, le médiateur du Faso a beaucoup travaillé justement pour pacifier les relations des administrés avec l'administration. Parce que l'administration étant une machine forte, il se peut que l'administré soit lésé dans ses droits. Et le médiateur du Faso étant un intercesseur gracieux, voilà, donc qui jouait ce rôle-là un peu avec les administrés pour pouvoir pacifier les relations de l'administration avec les administrés. Et tout ceci contribuait, et quoi qu'on dise, à la cohésion sociale, à la paix nationale, justement. Mais comme on l'a dit, s'il n'y a pas eu de communication, assez de communication pour permettre une meilleure appropriation donc, des missions donc, de ces institutions par les populations. Aujourd'hui, la question se pose sur la table. Voilà. Alors pour ajouter à ce que vous avez dit, il faut rappeler que le CES avait également pour mission le fait d'apporter son avis sur certaines questions, des projets de loi notamment, qui donnait son avis au Premier ministre sur des projets de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental. Le CES qui était composé de 90 membres. Lido Tierno, la suppression de ces institutions, pour ou contre? Pour ou contre, d'abord j'irai sur la forme et sur le fond. C'est vrai que dans la forme, tout pouvoir qui arrive doit faire des réformes. C'est vrai, nous sommes dans une société dynamique. Quand vous venez, vous devez faire des réformes. Mais le problème des réformes, c'est quoi? C'est que notre pays, comme on le dit, un pays doit se construire par paliers. Tout pouvoir qui vient fait son travail et l'autre qui vient, il fait. Malheureusement, si vous faites des réformes et que demain, un autre pouvoir vient et change tout ce que vous avez fait, ça n'aura servi à rien. On prend le cas de la transition de 2015 qui a voté de très bonnes lois, mais quand le pouvoir élu du MPP est arrivé, bon, beaucoup de ces lois on a empathie. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudra travailler de telle sorte à prendre, quand on fait des réformes, on les pérennise de telle sorte que
on ne pourra pas demain les remettre en cause. Et là, il faudra que les citoyens approuvent ces réformes. Si les citoyens approuvent ces réformes, c'est-à-dire que c'est tout le pays qui veut de ces réformes et accepte ces réformes, ça c'est sûr et certain que ça sera difficile. Même une constitution, aujourd'hui, on dit c'est vrai, la constitution est dynamique, il faut la réviser de temps en temps, mais un pouvoir peut venir changer totalement une constitution. Donc si vous faites des réformes qui ne consolident pas l'État et qui n'ont peut-être qu'un objectif pas général, là ça peut poser des problèmes. Maintenant, pour revenir au fond, mais moi c'est vrai, c'est une question qui, depuis des années, nous on a entendu parler de ça. Il y a des institutions budgétivores, il y a des institutions qui ne servent à rien, il faut les supprimer. Mais maintenant, le problème au Burkina, on s'attaque plus aux conséquences qu'aux causes. C'est vrai, aujourd'hui on peut vous dire des institutions sont budgétivores, mais quelles ont été, ça ce sont les conséquences, mais quelles ont été les causes qui ont amené à la création de ces institutions. Justement, comme quelqu'un le disait ici, l'institution doit être au service du citoyen. Alors, si une institution n'est pas au service du citoyen, ça posera toujours problème. Malheureusement, les pouvoirs qui arrivent et qui créent des institutions, si je prends par exemple un pouvoir élu, il ne pense pas peut-être à mettre en place une institution qui va servir les citoyens, mais il met en place une institution pour remercier ceux qui l'ont aidé à peut-être venir au pouvoir. Sinon, quand je prends par exemple le cas du médiateur du Faso, moi j'ai des difficultés à faire une nuance, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas un doublon avec le Conseil d'État? Parce qu'on nous dit que le Conseil d'État, c'est le juge de cassation. On sait que lui, il s'occupe de l'application correcte du droit public et il essaye de veiller effectivement à ce que l'administration ne fonctionne pas sans tenir compte de certaines règles. Alors, si le Conseil d'État faisait son travail, on n'aura même plus besoin du médiateur du Faso, parce que le médiateur du Faso, on dit que c'est l'intercesseur gracieux entre l'administré qui est lésé par l'administration. Donc ça veut dire que si les règles sont respectées dans l'administration, toute personne qui est dans l'administration sait quelles sont les règles qu'il doit appliquer pour ne pas léser le citoyen, on n'aura plus besoin d'un médiateur qui va venir maintenant régler les problèmes. Ça c'est un. Ensuite, vous avez parlé du Conseil économique et social. C'est vrai, ce sont 90 conseillers qui donnent leur avis sur des questions, comme vous l'avez dit. Je pense que vous avez parlé de social, de politique et puis de environnement. Alors, je ne sais pas. Je peux là aussi penser à un autre doublon, parce qu'on sait, ceux qui connaissent la Cour des comptes, c'est vrai, la Cour des comptes s'occupe des comptables publics, comme on le dit, mais je ne sais pas au Burkina si elle n'a pas un autre rôle. Par exemple, en France, cette Cour des comptes donne des avis, effectivement, sur les politiques publiques à l'exécutif et au Parlement. Alors justement, si déjà cette Cour des comptes que nous avons ici pouvait donner des avis sur certaines questions de politique publique, je ne vois même plus quel est le rôle du Conseil économique et social, parce qu'eux, ils donnent des avis. Voilà, ils donnent des avis. Ils mènent la réflexion sur un sujet. Et justement, aujourd'hui, est-ce que si on prend nos pouvoirs, nos différents pouvoirs, est-ce qu'on peut nous dire quels sont les avis donnés par le Conseil économique et social qui ont été appliqués? Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, une institution doit aller dans le sens des intérêts des citoyens. Malheureusement, si vous sortez aujourd'hui, vous faites un micro-trottoir, vous demandez au Burkinabé quel est le rôle du médiateur du Faso, quel est le rôle du Conseil économique et social, beaucoup peut-être ne sauront pas. Alors justement, c'est ça que j'ai dit, il faudra qu'on arrive à mettre des institutions qui travaillent pour les citoyens, dans lesquelles les citoyens se reconnaissent. Sinon, si moi j'arrive au pouvoir un jour, à travers un parti politique. Bon, comme je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont soutenu pour avoir le pouvoir, il faut que je crée des postes pour placer les uns et les autres. Voilà, ça sera un éternel recommencement, ça n'aura jamais de sens. C'est pour ça, les institutions, comme les ministères, il faut d'ailleurs les évaluer. Si on évaluait périodiquement le travail fait par toutes les institutions, et chaque fois on essaye de voir, parce que vous avez une lettre de mission, vous devez exécuter ça sur une période donnée. Et à la fin, on fait une évaluation. Si on trouve que... Les institutions remettent annuellement leur rapport au président. Ce sont des rapports, voilà, ce sont des trucs qu'on a l'habitude de voir. Bon, c'est vrai. Les rapports, on les remet. L'autorité supérieure de contrôle le remet. Le Conseil supérieur de la communication remet des rapports. Comme on le dit au Burkina, les rapports vont dans les tiroirs. Qui exploite ces rapports? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce serait intéressant qu'on remette un rapport. Et dans le contenu du rapport, vous voyez que l'exécutif ou bien le Parlement a appliqué ce qui est sorti des rapports. Donc aujourd'hui, par exemple, moi je suis journaliste, mais je me pose des questions. Quels sont les avis du Conseil économique et social
et plus environnement qu'ils ont ajouté, qui sont appliqués par l'exécutif burkinabé? Ça, c'est une question que je peux me poser. Donc, si je n'arrive pas, en tant que citoyen, avant d'être journaliste, je suis un citoyen. Pour moi, une institution qui est là doit servir mes intérêts. Si je n'arrive pas à comprendre, à retrouver, peut-être si elle ne sert pas mes intérêts, je ne sais pas à quoi elle sert cette institution. Le médiateur a servi des intérêts d'administrer. Oui, on parle dans le rapport 2021 de 626 286 plaignants. Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis souvent, au lieu de se focaliser sur les conséquences, allons aux causes. Si le Conseil d'État jouait son rôle, en tout cas, veiller à ce que les textes soient appliqués au niveau de l'administration, l'administré, bon pas l'administré d'abord, l'administration devait savoir quel est son rôle face à l'administré. L'administration n'allait jamais brimer l'administré. Donc on n'allait même pas avoir besoin du médiateur du FASO pour venir réparer les torts. C'est ce que je veux dire en quelque sorte. Voilà. Alors je veux vous entendre tout de même sur le Conseil national des communautés. Renforcer la présence, donner la parole aux communautés, est-ce une bonne chose en soi? Bon, ce qui se faisait déjà, puisque ces différentes institutions étaient représentées par plusieurs couches de la société. C'est justement ce qui est intéressant. C'est pour ça, quand ce sont des réformes, on attend peut-être que le pouvoir actuel nous explique. La composition. Oui, mais c'est ça aussi qu'il nous faut dans nos pays. Quand vous gérez la chose publique, vous devez toujours expliquer pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Quand on est au même niveau d'information, ça nous évite que des gens aillent raconter, oui, on a envie de caser un tel, on a envie de faire ça. Non, vous avez pris une décision, vous assumez la responsabilité de la décision prise. Vous travaillez pour un peuple, vous expliquez au peuple, voilà ce qu'on veut, voilà pourquoi on a fait cette réforme, on veut aller de ce point à l'autre, arriver à l'autre point. Et là, tout le monde est informé. Alors, ce sont des réformes qui ont été prises à l'issue de ces concertations qui ont été menées avec les forces vives il y a de cela quelques mois, si vous vous rappelez bien. Oui, avec les forces vives, mais moi j'avais aussi je mettais certaines réserves sur ce que les forces vives avaient dit, parce que dans les propositions faites, c'est vrai, ça va être tamisé, on retiendra les bonnes. Il y a quelqu'un qui parlait, il y a certains qui avaient proposé de supprimer la CENI et de mettre en place, de confier la gestion des élections. La gestion des élections. J'ai dit non, c'est vrai, nous sommes dans une transition. Et quand la transition va finir, ça c'est sûr et certain qu'on reviendra à peut-être, comment on appelle ça, l'ordre constitutionnel. Voilà. Imaginons qu'on élise un président qui est d'un parti politique. Ce président nomme un de ses militants ministre de l'administration. Et ce même président va organiser des élections après. S'il organise, alors que quand c'est une transition comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que là, ce n'est pas un pouvoir partisan. Quand ça sera un pouvoir partisan, il nomme un ministre, son ministre de l'administration. Imaginons, quelques années en arrière, le MPP qui était au pouvoir, qui nomme le ministre de l'administration et du MPP, et c'est le MPP qui va organiser des élections. Vous ne pensez pas que les partis politiques de l'opposition vont encore amener une autre bagarre en disant que les émissions... Donc quand on prend une décision, même... ou bien une réforme, il faut toujours se projeter. Ne la faisons pas pour nous, faisons-la pour le futur. Et je pense que ceux qui se sont battus pour qu'on mette en place la CENI savaient pourquoi ils se sont battus, pour qu'il y ait une commission électorale nationale indépendante. Donc, c'est vrai, les réformes peuvent être intéressantes, mais nous pensons quand on fait quelque chose, parce que quand on fait des réformes, c'est pour tout un peuple, pour un pays, ne pensons pas à nous, pensons au futur. Donc, malheureusement, beaucoup pensent à eux d'abord, au lieu de penser au futur. Parce que si moi, aujourd'hui, je suis proche d'un pouvoir ou je suis dans un pouvoir, je me dis non, faisons ces réformes. Mais peut-être que demain, je serai un opposant. Et là, je trouverai que c'est mauvais. Donc, il faudra encore recommencer. C'est pour ça que je souhaite qu'on ait des réformes qui seront faites et elles seront pérennes. Elles vont résister au temps, elles seront intemporelles. Donc, c'est ce que moi, je souhaite quand on parle de réforme. Oui. Alors, Juvénal Somé, les communautés au cœur des grandes décisions relatives à la vie de la nation. Une bonne chose? C'est tout à fait normal. Je pense que, pour compléter ce que disait Lido tout à l'heure, en réalité, toutes ces réformes tournent autour, selon moi, d'un problème. La faiblesse du débat public. Aujourd'hui, au Burkina Faso, comment on valide évidemment les grands choix, évidemment, stratégiques pour le pays. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, notre gouvernance pêche aujourd'hui par cette faiblesse structurelle du débat public.
et c'est bien ce qu'il a dit, ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit par le fait que l'État, au lieu d'être une continuité, est dans la rupture permanente. Parce que chaque entité, chaque gouvernement ou chaque gestionnaire dépositaire évidemment d'une parcelle d'autorité qui arrive aux affaires ne se sent pas forcément tenu évidemment par les choix de l'autorité qui l'a précédé. Voilà. Alors que si évidemment ces choix étaient validés évidemment, ce qui est en réalité l'essence même du débat public, je pense que c'est des choses qu'on aurait pu éviter. Le débat public qui permet évidemment à l'ensemble évidemment des couches sociales évidemment de valider en amont évidemment des choix qui sont ensuite répercutés au niveau central. Et évidemment je perçois dans cette entité, évidemment cette nouvelle entité que le gouvernement prévoit de créer, oui, la capacité de faire évidemment de telle sorte que les populations à la base aient leur mot à dire aussi, que ce soit à travers leurs représentants ou en tout cas au niveau local, mais qu'on puisse les entendre plus souvent pour éviter évidemment ces éternels recommencements. On crée une institution aujourd'hui, demain, elle n'a plus évidemment sa raison d'être simplement parce que les raisons objectives qui avaient même prévalu à sa création évidemment sont décriées. Alors comment ça peut se faire? Comme je l'ai dit, c'est du temps perdu, c'est de l'argent gaspillé, ce sont des ressources. Alors que si il y avait un minimum évidemment de consensus, en créant ces institutions, on aurait pu évidemment arriver à l'idée que ces institutions évidemment ne sont pas utiles évidemment au moment où on veut les créer. Ensuite, le fait que, comme il a si bien dit, parfois on veut créer des institutions juste pour faire plaisir à ses copains politiques, pour caser évidemment le trop plein de courtisans, et ça aussi c'est une réalité, il faut le dire. Voilà, on a vu il y a quelques années ici, on a voulu créer même, je crois, un Sénat, c'est ça? Vraiment, parfois, en voulant aussi faire les choses évidemment comme elles se font ailleurs, parfois on en arrive à des situations qui provoquent parfois des blocages inutiles. Moi je dis que si les populations et les gouvernants s'entendent évidemment sur des mécanismes pérennes pour, comme je dis, mettre en œuvre des politiques publiques adéquates, tout évidemment, tout ce vacarme qu'on a aujourd'hui, on peut évidemment s'en passer. Alors, pour toujours parler des réformes qui sont projetées dans le cadre de la révision de la Constitution, il y a, selon le ministre de la justice, d'autres formes inscrites dans ce projet de texte comme l'élargissement du pouvoir du Conseil constitutionnel, l'arrivée de personnes non magistrats dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature, une connexion entre le parquet et le ministère en charge de la justice dans le cadre de la vision de la politique pénale du président, du chef de l'État. Roland Ki, en ce qui concerne ce dernier point, l'arrivée de personnes non magistrats dans le Conseil supérieur de la magistrature, une connexion entre le parquet et le ministère de la Justice, est-ce qu'il faut craindre une remise en cause de l'indépendance de la justice? Quand on parle de parquet, le parquet, je crois que le parquet même est le répondant donc, du gouvernement dans le système donc, judiciaire. Je crois bien. Dans le système. Donc, je crois que si on reste dans cette dynamique, le parquet, est, comme on le dit, ça représente la société. La société, voilà, donc au niveau donc, du système judiciaire, donc, il revendique, j'allais dire, la justice pour la société. Voilà. Donc, dans cette dynamique-là, est-ce qu'on peut parler d'indépendance, de la remise en cause de l'indépendance? Parce que le parquet va toujours continuer, j'allais dire, dans son rôle qui lui est dévolu, je crois bien. Et aussi, au niveau donc de la justice, les différentes parties, le jugement est là, et les avocats aussi sont là, et le système judiciaire, donc, c'est un tremplin, et effectivement, ça se joue. Je ne vois pas, en tout cas en cela, une remise en cause voilà, de l'indépendance, parce que, en ce sens que, je crois que c'est le parquet, puisque la jonction entre le parquet et la justice, c'est ce que j'ai expliqué. Donc c'est un système qui se joue déjà. Et maintenant, l'innovation, c'est de mettre les personnes non magistrates
Voilà, donc ça c'est l'innovation. Et cette innovation-là, il faut peut-être attendre de voir le mécanisme qui sera déroulé pour mieux l'apprécier, parce que on ne peut pas présager de quelque chose qu'on n'a pas encore vu se dérouler, pour voir un peu ce que ça peut donner comme, comme mécanisme, comme résultat. Voilà. Oui, des craintes, des doutes. Non, on ne peut pas. C'est pour ça que je dis souvent, quand les gouvernants prennent des décisions, mieux vaut qu'ils les expliquent aux citoyens. Parce que quand vous comprenez, on vous donne une explication, vous comprenez, vous ne faites plus d'explication. C'est vrai. De prime abord, on peut se poser une question, parce qu'il y a eu un combat dans ce pays, et quand il s'est agi de déconnecter le Conseil supérieur de la magistrature de l'exécutif. Moi, j'ai voulu savoir, juste poser la question à un magistrat, ça veut dire quoi? Ben, c'est vrai, nous ne sommes pas des juristes, on pose des questions pour comprendre. Quand on n'est pas dans un domaine, il faut poser des questions. Je pense en son temps, il m'avait dit que voilà, désormais, quand il parlait par exemple de parquet, qu'il pouvait donner des instructions à un juge. Non, ça c'est fini, ce n'est plus possible. C'est ce que je pense qu'il m'avait dit en son temps. Donc, il ne peut pas donner des instructions à un juge, quelque chose comme cela. Alors, si aujourd'hui, on dit, on va dans reconnexion, bon, peut-être que monsieur le ministre de la Justice va convier les journalistes à une conférence de presse pour leur expliquer, pour que les uns et les autres comprennent. Parce que c'est ça, il faut toujours expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Si on n'explique pas, on dit quelque chose, tout simplement, ben, nous ne sommes pas étonnés que des gens fassent des supputations, disent peut-être des choses qui ne sont pas fondées. Alors que quand vous êtes clair avec les gens, vous leur expliquez, voilà ce que nous voulons faire, et nous avons pris ces décisions dans le sens de l'intérêt des citoyens, on vous donne les explications nécessaires. Les journalistes sont les relais des citoyens, ils vont expliquer aux citoyens, tout le monde comprendra. Sinon, dit comme ça, bon, je n'étais pas au Conseil des ministres, je ne sais pas où juste... on poursuit avec... les députés nous disent l'exposé des motifs et autres là pour pouvoir défendre quelque chose, donc c'est compliqué. L'institutionnalisation des langues nationales, on termine avec ce dernier point en ce qui concerne... Un point, je pense que vous avez cité la Haute Cour de justice. Je pensais qu'on allait dire un point. L'élargissement du pouvoir du Conseil constitutionnel. Non, la Haute Cour de justice. La suppression de la Haute Cour de justice. Vous voulez réagir à ce Oui, juste, c'est vrai que jusqu'à présent, moi je me pose... Elle avait des difficultés même à fonctionner. Non, elle ne peut pas fonctionner. Parce que, imaginez sous Blaise Compaoré, je prends simplement les pouvoirs élus partisans. Sous Blaise Compaoré, c'était le CDP qui était au pouvoir. On dit la Haute Cour de justice doit fonctionner, effectivement, juger peut-être des ministres en fonction. Et pour ça, il faut une mise en accusation à l'Assemblée nationale. Vous pensez que l'Assemblée nationale, qui est majoritaire, CDP, va mettre en accusation un de leurs camarades? C'était comme sous le MPP, je disais aux gens, moi, je serais étonné de voir la Haute Cour de justice fonctionner. Effectivement, ça, ce sont des tares. Et moi, je me dis, c'est vrai, nous avons trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et puis l'autre c'est le législatif. Je suis d'accord que ces personnes qui ont un statut différent de moi, moi je suis un citoyen lambda, elles sont à certaines responsabilités, c'est normal qu'elles aient en tout cas des privilèges. Mais moi, le privilège, on ne doit l'avoir que quand on a un bon comportement. Un ministre qui détourne de l'argent ou qui pose un acte répréhensible, moi je pense qu'il faut le juger d'ailleurs comme tous les autres citoyens au niveau des tribunaux de droit commun. Je ne vois pas pourquoi lui donner un autre statut alors qu'il a posé un acte. On dit oui, c'est dans le cadre de ses missions. Mais dans le cadre de ses missions, vous n'avez pas le droit de voler, vous n'avez pas le droit d'avoir des comportements déviants. Voilà. À ma petite échelle, je suis un journaliste, je fais un métier public. J'ai le droit d'avoir un comportement pour que ceux qui m'écoutent me respectent. Je n'ai pas le droit d'avoir des comportements déviants. Moi, un ministre qui détourne de l'argent, un ministre qui a des comportements déviants, moi, je préfère qu'on le juge comme n'importe quel citoyen burkinabé. Donc, pour moi, ces juridictions, je ne sais pas comment on dit, juridiction de privilège ou un privilège de juridiction, moi, je ne vois pas. Le statut n'est important que quand la personne est exemplaire. Là, effectivement, c'est un ministre, il doit avoir ses statuts, un statut, c'est un député, il doit avoir un statut, c'est... En tout cas, quelqu'un qui occupe des responsabilités, il doit avoir un statut. Mais une fois qu'il déconne, qu'il a des comportements déviants, je ne vois plus, le statut ne doit plus le protéger. On doit le juger comme n'importe quel Burkinabé. Voilà. Alors, je reviens à Roland Ki, votre appréciation de l'institutionnalisation des langues nationales en langue officielle. D'accord.
Merci pour cette question donc, concernant l'institutionnalisation des langues nationales en langue officielle. Il faut dire que c'est une décision peut-être venue à point nommé. Et c'est parce que les langues, en réalité, c'est un véhicule des connaissances et même de l'identité culturelle d'un peuple. Voilà. Et je crois que le fait d'avoir effectivement érigé ça en langue officielle et langue nationale, le contexte peut-être du Burkina, nous sommes dans un contexte de plurilinguisme au Burkina Faso peut-être, c'est peut-être cela. Sinon, je crois que le fait, dans la dynamique de l'expression de la souveraineté nationale, le fait de vouloir valoriser les langues nationales et de faire en sorte que les langues nationales soient par exemple le véhicule des connaissances formelles au niveau donc des populations, ça va permettre, je crois, une meilleure appropriation, j'allais dire, de certaines politiques publiques, même si elles sont diffusées donc en langue nationale par les populations à la base. Parce qu'aujourd'hui, si la dynamique est véritablement donc de faire en sorte que le peuple même participe beaucoup plus à la gestion de la chose publique, c'est de permettre à ce peuple-là de mieux s'approprier donc cette politique publique et comment donc mieux la faire si cette population ne peut pas bien comprendre en fait les différents paramètres de la chose. Comme on le disait bientôt, j'allais dire précédemment, il y a par ignorance, il y a certaines interprétations qu'on fait. Mais je crois qu'en essayant donc d'ériger les langues nationales en langue officielle, il y a un support institutionnel qui sera donc donné donc à la diffusion donc de ces langues nationales là, ce qui va permettre une meilleure appropriation donc des politiques. Par exemple, si on prend par exemple le cas de la constitution du Burkina qui est la loi fondamentale, et il se pose la question donc de la volonté de la retranscription de cette constitution là en langue pour que en fait les différentes populations puissent s'en approprier. Et il faut dire aussi, pour faire référence à un penseur sénégalais qui le disait, et une des anomalies réelles en fait ici chez nous en Afrique et en général et au Burkina, c'est parce que effectivement on est resté pendant longtemps collé à des langues étrangères. J'allais dire à des langues étrangères, et notre littérature même a toujours été écrite par des langues étrangères. De sorte que ça ne peut pas peut-être forcément donner et retranscrire le vécu réel social. Voilà, donc je crois que cette innovation qui vient d'être impulsée par le gouvernement, elle a pu être implémentée donc sur le plan national, et que effectivement les différentes institutions, les écoles et ça s'en ont approprié. Je crois que ça va apporter une plus-value qui va permettre une meilleure expression de l'identité culturelle burkinabé. On va aller, je crois, de l'État-nation réel. L'État-nation réel, parce que quand on parle de l'État-nation, c'est un peuple qui se reconnaît, en tout cas, dans une histoire commune. Dans sa culture. Et comment est-ce qu'on peut parler d'une culture sans, effectivement, y associer la langue? Voilà, alors, donc le tout va se jouer peut-être, je veux dire, dans... La promotion, comment est-ce que la jonction va se faire concrètement sur le terrain pour que cette pluralité... La question des langues nationales, on voit des pays comme le Sénégal, le Mali, qui sont parvenus en tout cas à décomplexifier ce pan de leur culture-là. Est-ce que en allant dans cette dynamique, l'institutionnalisation de ces langues officielles qui seront inscrites dans la Constitution, est-ce qu'on est sur la bonne tracée? Oui, je pense que nous sommes sur la bonne voie. En 2018, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme avait organisé un colloque, je crois, sur évidemment cette thématique de culture, paix et développement, et où il était ressorti que le Burkina Faso avait une soixantaine, évidemment, d'ethnies, évidemment répertoriées, évidemment à travers un certain nombre de langues qui étaient plus ou moins parlées. Ce colloque a démontré évidemment la richesse évidemment culturelle dont regorge notre pays, ce dont parlait Roland tout à l'heure, et la nécessité évidemment d'avoir un développement axé sur nos propres valeurs socio-culturelles. Ça c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas implémenter un développement en vous basant évidemment sur la culture, une culture, je dirais, importée. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui comme difficulté, parce qu'en ce moment-là, il faudrait passer d'une culture, évidemment, à une autre, d'une langue à une autre, alors que ce n'est pas très évident. Donc, pour en revenir à ce que vous avez dit, par rapport aux autres pays que vous avez cités, évidemment, il est clair que nous avons, au Burkina Faso,
beaucoup de retard. Voilà, nous avons près de 60 ans de retard, justement, par rapport justement à la pratique évidemment de ces langues, des langues nationales, évidemment, dans notre développement, et ça ne doit pas être facile à rattraper, voilà, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, il y a beaucoup de choses évidemment à intégrer, l'état d'esprit lui-même, les documents évidemment, comme il a si bien dit, à évidemment intégrer dans notre nouvelle approche. Il y a évidemment comment on introduit finalement ces langues dans évidemment notre corpus juridique, sur le plan économique. Donc, il ne s'agit pas simplement, évidemment, d'une décision qui fait des langues nationales une langue officielle. C'est tout un schéma de travail. Et finalement, je dirais, c'est un agenda. Pour moi, c'est quelque chose de grand. Ce n'est pas véritablement... Ah oui, bien sûr. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'anglais, tout le monde sait que l'anglais aujourd'hui, c'est une langue, c'est la langue évidemment des affaires, c'est la langue de la diplomatie, évidemment. Donc, si nous voulons réellement aujourd'hui avoir des langues nationales qui impactent véritablement notre développement, je pense que c'est possible, à condition que nous nous en donnions les moyens, les ressources, évidemment, et que tout le monde s'entende là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait à saluer. C'est important. Alors, on n'aura pas l'occasion d'entendre Lido Tierneux sur la question. Merci de toujours nous faire le plaisir de rester fidèle à ce programme de Burkina Info.